on va voir ensemble les cavités nasales ou fosses nasales et les sinus paranasaux. D'accord? Alors, avant de commencer à parler de ces cavités nasales, il faut d'abord qu'on parle de ce qui les devance du nez. D'accord? Donc, vous savez très bien que le nez est l'organe de l'olfaction, de l'odorat donc, et aussi c'est l'organe de la respiration, ça fait partie des voies. On va d'abord, ça c'est le plan d'étude qu'on va faire, une petite introduction avec les différentes parois, etc. Ensuite, on passera à la muqueuse qui est particulière et on finira par un autre plan pour les sinus paranasaux. Donc, le nez, comme on l'a dit, c'est l'organe de l'olfaction. Il est propre à l'homme. Vous savez très bien que les animaux n'ont pas de nez. Ils ont soit un museau, soit... je ne sais pas comment on les appelle chacun. Voilà. Il est aussi très important, situé au centre du visage. Il est lui aussi, il participe à l'expression. Quand on a fait les muscles du nez, on a vu qu'il y avait des dilatations, toutes les grimaces qu'on peut faire avec le nez. Et il est très important parce qu'il est le centre du nez, au centre du visage. Donc, du point de vue physionomie, il est important qu'il soit assez harmonieux et qu'il soit, ça c'est du côté esthétique et ça n'a pas beaucoup d'importance. L'esthétisme est là le plus important. D'accord. Donc, voilà. Et il dépend aussi des différentes ethnies. Vous pouvez trouver, selon c'est-à-dire chez les gens, chez les blancs, les gens de couleur, les jaunes, les noirs, etc., le nez diffère dans sa forme. Mais le socle en lui-même, qui est habillé par ce qu'on appelle le nez, est bien sûr pareil partout. Et il diffère d'une personne à une autre. Vous pouvez trouver un nez proéminent, comme vous pouvez trouver un nez un petit peu aplati, etc. etc. Donc, pour le développement, les cavités nasales, sinusiennes, etc., ainsi que les différents éléments des cavités, donc, sont déjà formés en intra-utérin. Et ça, on l'a vu quand on a fait les acropontieux, etc. On avait vu qu'en parallèle, il y avait le développement de toutes les formations du visage. Ce qu'il y a, c'est que les cavités sinusiennes, vous savez ce que c'est que les cavités sinusiennes? Vous savez que les os de la face sont creusés de cavités aériques, qu'on appelle sinus. Ce sont des cavités tapissées d'un épithélium respiratoire. Et c'est des cavités où l'air circule en permanence, d'accord? Et elles sont toutes en communication avec des cavités nasales ou fosses nasales, d'accord? Donc les cavités sinusiennes, par contre, on va voir tout à l'heure qu'il y a des petites différences dans leur développement. Par exemple, pour le sinus ethmoïdal, il est pneumatisé dès le départ. Dès la naissance, il est déjà pneumatisé. Vous verrez que pour le sphénoïde, pour le frontal et tout, le développement se fera ultérieurement, à savoir la thrombosphénoïde, 6 ans pour le frontal, etc. En fonction c'est-à-dire ça continue à se développer et surtout le maxillaire, il continue à se creuser au fur et à mesure. Voilà. Les cornets, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que chez l'enfant, le nouveau-né, vous avez les cornets nasaux, que vous connaissez, que vous avez fait dans cette moïdale, d'accord, mais on va quand même les revoir pour les détails. Vous savez que les cornets nasaux, le supérieur et le moyen appartiennent à l'ethmoïde, font partie intégrante de l'os ethmoïdal, tandis que le cornet nasal inférieur, c'est un os de la face qui est à part. Alors ces cornets, dès la naissance, il y a comme une disproportion. Ils sont un peu gros pour la cavité. D'accord? C'est ce qui explique justement, les différents problèmes respiratoires quand les enfants ont très bas âge. D'accord? C'est pour ça qu'ils font des problèmes à répétition. Dès que la muqueuse est touchée, comme c'est confiné, etc. Je vous ai dit, il y a une disproportion, c'est-à-dire que leurs cornets sont un petit peu trop gros pour l'espace. Donc ça explique un petit peu les rhinopharyngites, puisque ça descend après, à répétition. Voilà. Bon, pour la situation des cavités nasales, vous savez très bien que les cavités nasales sont situées donc
ici, derrière l'auvent nasal, on va voir. Donc, elles vont être situées en dessous de quoi? Hein? Mais si je dis le front, la base du crâne, la fosse cérébrale antérieure, plus exactement. Donc, en dessous de la base du crâne, au-dessus de quoi? De la cavité buccale, en dedans des orbites et des os maxillaires. D'accord? On est d'accord. Donc, avec un squelette comme ça, tout est clair. Au-dessus, c'est la base du crâne. En dessous, c'est la cavité buccale. En dehors, pardon, c'est les maxillaires, plus les cavités orbitales. Ça, c'est pour les situer. Maintenant, on va commencer par ce qu'on appelle le nez, ou pyramide nasale. Alors, cette pyramide nasale, elle est constituée d'un squelette ostéocartilagineux. Un squelette ostéocartilagineux en forme d'auvent. Auvent, A-U-V-E-T, ça veut dire un petit toit. Un toit qui est à une seule pente. D'accord? Les auvents, c'est quand on veut, par exemple, vous avez un truc qui vous échappe dans le jardin, vous lui faites un petit abri comme ça pour ne pas qu'il s'altère. Voilà. Vous avez par exemple des rosiers, des plantes et tout, vous voulez protéger, vous mettez un auvent. Voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est un toit à une seule pente, d'accord, au lieu que ça soit comme ça. Voilà. Donc, vous allez avoir un squelette ostéocartilagineux, et bien sûr, ce squelette ostéocartilagineux va être habillé par aponévrose, les muscles de l'expression dans ce cas, et bien sûr la peau avec ses tissus cellulaires, sous-cutanés, etc. Cette peau qui est très riche en glandes sébacées. Voilà. Donc, pour le squelette osseux, il est fait de quoi? Les os propres du nez. Très bien. Et ensuite, vous avez, on imagine notre nez habillé. À ce niveau-là, entre les deux arcades sourcilières, c'est ce qu'on appellera. Non, je vous ai dit, on imagine le nez habillé. Sur moi, on appelle ça la racine du nez. D'accord? Et le dos du nez, comment on l'appelle anatomiquement? La crête nasale. D'accord? Et là, vous avez la pointe nasale, okay, qu'on appelle communément le bout du nez. On ne va pas plus loin que le bout de ça. D'accord? Ça, c'est du point de vue morphologie externe. Donc, pour le squelette osseux, ça va être essentiellement les os nasaux plus les branches maxillaires, d'accord? Les branches montantes. Et pour le cartilage, comme vous le voyez ici, on a deux cartilages latéraux, d'accord, du nez, donc droit et gauche, qui vont s'unir sur la ligne médiane entre eux, d'accord, et le cartilage septal en partie. Et par ailleurs, vous allez avoir des grands cartilages, on appelait dans le temps cartilage alaire. Cartilage, à l'aile, c'est par rapport à l'aile du nez. Donc, ces deux cartilages qui sont situés de part et d'autre circonscrivent les narines en quelque sorte, mais pas totalement. D'accord? Vous voyez bien que la partie postérieure n'est pas complète. Ils ont une forme en U qui est ouverte un petit peu vers le bas. Mais en fait, ça dépend de la physionomie. Soit vers l'arrière, soit vers le bas. Et ils sont unis sur leur partie médiane par ce qu'on appelle la branche médiale. Ils ont une branche médiale et une branche latérale. D'accord? Alors les deux branches médiales vont s'unir sur la partie médiane et former le but. Qui est très mobilisable, cette partie médiane. Vous pouvez déplacer votre cartilage à l'air, tout en mobilisant en même temps la branche latérale. D'accord? Donc, grosso modo, pour la pyramide nasale, c'est ça. Ensuite, du point de vue musculaire, vous savez très bien, on a déjà vu, d'accord, les
les muscles de la face, les muscles grossiers de la face. On a le pyramidal, le procérus, que vous avez, le procérus, pardon, vous avez là. Vous avez par ailleurs le muscle nasal avec sa partie transverse, d'accord, et sa partie alaire, d'accord. Et par ailleurs, vous avez ici l'abaisseur du septum nasal, qu'on appelle également myrtiforme. Enfin, on l'appelait myrtiforme. D'accord. Vous avez donc 3 muscles, donc un est formé de 2 faisceaux. Bien sûr, il y a une aponeurose et il y a bien sûr, comme je vous ai dit, ces tissus cellulaires sous-cutanés, grâce et progression. Les cavités nasales. Cavité nasale, qui dit cavité dit boîte. Chaque boîte est formée de parois, sauf que celle-là, elle est creusée en avant et en arrière, donc elle va avoir uniquement 4 parois, une ouverture antérieure, une ouverture postérieure. Voilà. Donc 4 parois avec foramen antérieur, foramen postérieur. Paroi médiane des cavités nasales, je préfère commencer par les plus simples parce que la paroi latérale, qui est un peu plus complexe, pour ne pas dire beaucoup plus complexe, on va la détailler tellement qu'il vaut mieux en effet juste à la fin pour continuer avec les chiffres. D'accord. Donc pour la paroi médiane, c'est la paroi septale, le septum nasal, constituée par, c'est à vous de me dire, la lame perpendiculaire très bien, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde que vous voyez en mauve. D'accord. C'est celle-là. Ok. En arrière. D'avant en arrière, vers le bas. Donc vous avez le vomer. Ensuite, vous avez le cartilage septal, bien sûr. Le cartilage septal. Donc, cette paroi est très facile à retenir. Vous avez la lame perpendiculaire qui va s'articuler par son bord antérieur avec le bord postérieur du cartilage septal. Vous avez le bord inférieur ou inféro-postérieur qui va s'articuler avec le bord antérieur du supérieur, c'est considéré comme étant celui-là puisqu'il va aller contre le sphénoïde. Donc c'est antérieur, la partie postérieure du bord antérieur du vomer. Très bien. Et le vomer lui-même qui va s'intriquer en haut. Et on a dit le vomer, c'est une lame, comme une lame gigante avec en haut, son bord supérieur, il est ouvert comme un petit livre, comme ça. Donc il va y avoir une arête, et comme on a au niveau du corps, du sphénoïde, à la face inférieure, on a l'arête qui est inférieure, parce qu'il y en a une antérieure, une inférieure. Il va donc s'imbriquer dedans, en laissant quand même un petit espace, des canaux voméro sphénoïde. D'accord. Donc le bord supérieur il va s'imbriquer avec le sphénoïde, et le bord inférieur du vomer, vous voyez bien qu'il va sur la crête nasale. Voilà, sur la crête nasale. Donc pour la paroi médiane, c'est tout ce qu'il y a à dire. Lame perpendiculaire, vomer, cartilage. Bon, ça c'est. Je chéris spécialement ce genre de schéma parce que c'est délicat. Mais ça ne change rien, c'est la même chose. Alors sur une coupe, si on devait faire une coupe frontale, passant par la cloison, vous avez ici bien sûr votre lame perpendiculaire et ici vous avez le vomer. Ici dit cette coupe a été faite à peu près à ce niveau. D'accord. Lame perpendiculaire et vomer, donc c'est ici. D'accord. Elle passe par la cristallane. Comme ça. Ici on a la cristallane. Non, ça c'est un schéma en plus. C'est juste pour montrer la disposition de cette cloison par rapport à son environnement. Paroi supérieure ou toit. Alors, la paroi supérieure ou toit, ça va être un trigoïde. L'avant en arrière. Épine nasale du frontal. Très bien. Les autres
a les os nasaux. Ensuite, vous avez, ce schéma ne la montre pas très bien, vous avez ici donc l'os nasal, ici vous avez l'épine nasale du frontal, ensuite vous avez et vous pouvez finir avec le sphénoïde, avec le corps du sphénoïde. Donc c'est ça la paroi supérieure des fosses nasales. Donc pour les parois, il suffit de les énumérer simplement, d'énumérer les différents os qui les constituent. Voilà, ici, ce schéma, je l'aime bien parce qu'il vous montre bien l'ethmoïde en place. Hein? D'accord. Ici, vous êtes donc au niveau du labyrinthe ethmoïdal. Ici, vous avez donc le septum, hein, la lame perpendiculaire, très bien, et les deux labyrinthes ethmoïdaux. D'accord, les deux labyrinthes ethmoïdaux. Ceci dit, vous avez donc ici le sphénoïde, la lame fibrée dans la continuité, et si on avance plus, si on n'avait pas coupé en arrière, voilà, on aurait eu, bien sûr, l'épine nasale frontale avec les os nasaux. Et là, ça vous montre bien les rapports entre l'ethmoïde et le maxillaire. Paroi inférieure ou plancher. Sans vous montrer le schéma, quel est le schéma? Très bien. Donc, vous allez avoir, c'est tout simplement le palais osseux du côté nasal. Palais osseux égale processus palatin du maxillaire. Et la horizontale. Donc, sur une vue latérale, bon, on voit ici beaucoup plus la paroi latérale, on dirait, mais faites attention plutôt à ça par rapport à ce qui nous intéresse. Donc, vous avez ici la lame, le processus palatin du maxillaire, et ici vous avez vu d'en bas, vous avez ça, plus clairement, puisque vous avez, en fait, c'est au-dessus, ça nous intéresse. Hein. Mais vu d'en bas, vous avez les deux processus palatins, les deux os maxillaires, à l'avant-plan, et à l'arrière-plan, vous avez, bien sûr, les deux lames horizontales du palatin. Voilà. La paroi latérale. Alors, la paroi latérale des fosses nasales, c'est la paroi la plus complexe, et la plus intéressante, et la plus riche en pathologie, et la plus embêtante en nature. C'est-à-dire, quand il y a un problème, c'est vraiment... Donc, elle va être formée, dommage que vous n'ayez pas les mêmes couleurs que moi, parce que les miennes sont plus jolies, la projection elle est très atténuée. Donc, vous allez avoir combien d'os? Énumérez-moi les os. Axillaire, très bien. Ethmoïde, très bien. Cornée nasale inférieure. Palatin, très bien. Sphénoïde par la ptérygoïde, très bien. Il en manque un, il y en a 6. C'est tout petit. Très bien, le latrine. Donc cette paroi latérale des fosses nasales, qu'est-ce qui la caractérise le plus? Quand vous la regardez, qu'est-ce qui vous attire? C'est la présence de cornée. D'accord? La partie qui vous attire le plus au niveau de la paroi latérale, c'est le cornée. Et c'est ça qui va augmenter sa surface. Puisqu'il y a des reliefs, automatiquement, la surface elle va être plus grande. Donc, notez bien que les cornées augmentent la surface de la paroi latérale des fosses nasales. Donc, ces cornées vont se distinguer en cornée supérieure, cornée moyen et cornée inférieure. Les supérieurs et moyens, comme on l'a dit, c'est les ethmoïdes. Et il y en a même ceux de Zuckerkandel et de Santorini qui sont au-dessus. C'est des suprêmes, ils sont situés au-dessus du supérieur. Voilà. Et ils ne sont pas toujours là. Des inconstants. Ils sont inconstants. Donc, si on doit commencer par l'os le plus antérieur, bon, vous avez en partie la face médiane de
médiane de l'os lacrymal. Ok. Ensuite, on va avoir donc la suite de notre os maxillaire. Vous allez... Voilà. Donc, le hiatus que vous voyez ici en noir, c'est le hiatus maxillaire qui fait partie de cette paroi donc, et qui est recouvert en partie par les os environnants. Comme vous le constatez ici, vous avez donc cette apophyse ou processus incinatus ou inciné. Le processus inciné qui est un processus qui va naître en avant du cornet moyen de l'ethmoïde et qui va descendre vers voilà, et qui va donc avoir un processus ici pour s'articuler avec le cornet inférieur. Il va se terminer par deux branches. Il peut être fixe, les deux branches peuvent être fixées au hiatus, ou là, elles peuvent être carrément libres. D'accord? Si bien que cet hiatus se retrouve divisé en trois hiatus. Bon, ça, c'est pas très important quand même. D'accord? C'est bon pour les ORL. Donc, ensuite, vous avez, je préfère continuer avec le palatin. Alors, le palatin qui est là, le palatin, il est là. Vous savez qu'il est formé d'une lame verticale et d'une lame horizontale. L'horizontale, vous n'avez aucun souci avec elle. Elle va avec la contralatérale et elle va constituer la partie postérieure du palais osseux. D'accord. La lame verticale sur laquelle va reposer le corps du sphénoïde, comme vous voyez ici. Ici, cette lame verticale qui est échancrée, qui va présenter un processus antérieur qu'on appellera le processus orbitaire et un processus postérieur qui est sphénoïdal. Entre les deux processus, on a une incisure ou échancrure sphéno-palatine. À partir du moment où cet os sphénoïde va venir se poser sur notre échancrure, il va la transformer en un canal ou un foramen sphénopalatin qui va faire communiquer la région périgopalatine avec les fosses nasales. Donc, le palatin. Ensuite, vous avez l'os sphénoïde qui va participer à cette paroi latérale par la lame médiane du processus périgonide. Est-ce que vous êtes fixé par rapport aux différents os? C'est clair, hein? Mademoiselle, vous n'avez pas compris. Vous riez d'une façon un peu... On a l'impression que vous êtes déconnecté. Vous comprenez ou pas? Vous avez ces différents os qui sont alignés. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est bien sûr l'ethmoïde. C'est là qu'on revient ici pour étudier cet os. Donc, je vais faire les trois cornets en même temps. Hein. Vous avez un cornet supérieur, un cornet moyen, on ne sera jamais de répéter assez, et un cornet inférieur. Alors, ces cornets qui sont donc incurvés, qui sont des lames fines, qui ont une forme spéciale pour réchauffer l'air, pour conduire l'air, pour humidifier, etc. par rapport à la muqueuse. Je ne sais pas si vous avez fait ça ici. Vous avez fait le réchauffement de l'air, etc. Ah, on est chirurgie. Mais là, tant mieux. Ils vont se débarrasser d'un chapitre que je n'expliquerai pas donc ici. Vous avez donc ces cornets qui vont être habillés par la muqueuse. Donc, ils vont jouer un très grand rôle. Et au niveau du cornet, au niveau de la face latérale par rapport au cornet, hein. Je dis par rapport au cornet. Parce que les cornets, est-ce que tout le monde est fixé par rapport au cornet? Vous savez, c'est-à-dire, c'est clair pour vous. Je parle de leur situation. Vous avez une face médiane qui regarde la cloison, qui est convexe, d'accord, et une face latérale qui va
regarder si l'on veut la paroi latérale. D'accord? Regardez la paroi latérale. Alors, comme ils sont un petit peu incurvés, vous avez des couloirs qui vont se former. Très bien. Et ces espèces de couloirs qui vont se former, on les appelle les méas. L'importance de ces méas, c'est quoi? C'est qu'à leur niveau aboutissent les orifices des sinus. D'accord? Les orifices sinusiens. Et du coup, on va avoir, ici, vous avez, quand on sectionne, regardez, quand on sectionne le cornet moyen, vous voyez apparaître, d'accord? Vous voyez apparaître latéralement par rapport à lui, une soufflure, une boursouflure, si l'on veut, d'accord? Une éminence qu'on appellera la bulle, qui correspond à une grosse cellule ethmoïdale. Parce que les cellules ethmoïdales, il y en a deux types. Vous avez des cellules qui sont purement ethmoïdales, soufflées au niveau de l'os ethmoïde lui-même, et la majorité, ça va être des cellules constituées entre, on y reviendra tout à l'heure, entre l'ethmoïde et les os qui l'entourent. D'accord? Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la bulle ethmoïdale. C'est un petit peu à sa hauteur que vous allez avoir l'ouverture de certaines cellules ethmoïdales. Ici, vous avez le processus inciné. Donc, dès qu'on a enlevé le cornet, on voit tout ce qui se passe derrière. Vous avez le processus inciné ou incinatus, ici, et vous avez une gouttière entre les deux qu'on appellera la gouttière incinulaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ici, en principe, vers l'avant par rapport au cornet moyen, vous allez avoir une autre soufflure. C'est la cellule ethmoïdale la plus antérieure cette fois-ci, qu'on appellera la guerre nazie. Aguerre, A-G-G-E-R, nazi comme les nazis, N-A-Z-I, j'espère bien que c'est Z, je sais. Si je l'écris, je retrouve. Et donc, aguerre, nazi, c'est la cellule ethmoïdale la plus antérieure. Alors que la bulle, c'est généralement on dit que c'est la plus grande, mais ce n'est pas avéré dans tous les livres. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a certaines formations quand même qui sont un petit peu stratégiques que vous devez connaître. En arrière du cornet moyen et au-dessus de lui, c'est-à-dire un petit peu vers la partie postérieure du cornet supérieur, vous allez avoir ici un fanal, ici une gouttière qui est turbinale. C'est-à-dire que c'est là-bas que va aboutir le sinus sphénoïdal. D'accord? Sphénoturbinal, sinus sphénoïdal. Ensuite, vous avez à la partie postérieure, au niveau du méa moyen, vous allez avoir l'aboutissement des cellules ethmoïdales postérieures. D'accord? Postérieures. Pardon, le méa supérieur, hein, parce que sous le cornet supérieur, vous avez le méa supérieur, sous le cornet moyen, vous avez le méa moyen, et sous le cornet inférieur, vous avez le méa inférieur. Donc, méa supérieur, c'est l'ethmoïdale postérieure, méa moyen, c'est le plus important et le plus riche en pathologie. Il va donc recevoir quoi? Le frontal, le maxillaire et les cellules ethmoïdales antérieures. D'accord? Ok. Ensuite, vous allez avoir, donc, en dessous du cornet inférieur, vous allez avoir quoi? Le méa inférieur qui va recevoir le maxillaire, il est au niveau du méa moyen, il aboutit au niveau du méa moyen. Regardez, le maxillaire, il est là, hein, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est le
qui nous reste comme ouverture vers le nez? Sphénoïde, ça y est, c'est au niveau de la gouttière, c'est en haut et en arrière. Ensuite, les postérieurs, c'est le méa supérieur. Les antérieurs, les cellules ethmoïdales antérieures, le frontal et le maxillaire, c'est au niveau du méa moyen. Qu'est-ce qui vous reste? Le canal lacrymonasal, il va aboutir au niveau de la partie antérieure du méa inférieur. Au niveau de la partie antérieure du méa inférieur. Et sachez que ici, vers la partie moyenne, en allant vers l'arrière, on peut faire une ponction au niveau du sinus maxillaire. Parce que c'est la partie la plus fine et la plus facile d'accessibilité. D'accord? C'est clair? Hein? Pas de question? On va revenir. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'organisation. Ici, vous allez avoir un canal frontonasal ou nasofrontal qui va. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le sinus nasal, frontal, c'est une expansion. C'est une expansion d'une cellule ethmoïdale. On la considère comme une expansion d'une cellule ethmoïdale. Donc, vous allez avoir la communication du sinus frontal avec les cavités nasales par le biais de ce canal nasofrontal ou frontonasal qui donc, va aboutir au niveau de quel méa? Moyen. Très bien. Ensuite, on a les cellules ethmoïdales antérieures, idem, au niveau du méa moyen. D'accord? Ensuite, vous avez les postérieurs qui vont au niveau du méa supérieur. Et celui-là, c'est au niveau directement du récessus à la partie postérieure et supérieure de la cavité nasale. Vous avez donc le drainage du sinus sphénoïdal. Et bien sûr, le canal lacrymonasal, il va sortir, ça va être un petit peu à 1 cm à peu près du bord inférieur du cornée nasal. Voilà. Une fois habillé, le cornée prend cet aspect, d'accord? Et vous constatez que le cornée nasal inférieur n'est pas loin, en fait, il est un petit peu 1 cm ou moins de la fossette de Rosenmüller, qui est la partie où s'ouvre la trompe de Stache. La trompe de Stache qui est un canal qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le nasopharynx. Et d'ailleurs, dans notre situation des fosses nasales, il aurait fallu dire aussi qu'elles sont situées en avant du rhinopharynx. D'accord? Donc ici, c'est une fois que nos fosses nasales sont habillées de muqueuses, ici vous avez une résection du cornée moyen, résection du cornée inférieur. Vous voyez apparaître ici la bulle, d'accord? Ici, vous avez une ouverture sous le cornée supérieur des cellules ethmoïdales postérieures. Et là, bien sûr, vous devinez toutes les ouvertures. Vous voyez la réduction du méa maxillaire qui était vraiment très grand et qui se retrouve vraiment réduit à un petit orifice. Ici, vous avez l'ouverture du canal lacrymonasal. Donc, la muqueuse, elle va passer en fond, elle va fermer toutes les issues, elle va bloquer, elle va laisser juste les orifices pour l'intérêt fonctionnel. Donc, on a fait les différentes parois. Pour les orifices, vous avez un orifice antérieur qui est piriforme. Piriforme, ça veut dire en forme de poire. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'il est étroit vers le haut, un peu élargi vers le bas. C'est ce qui lui donne cette appellation. Et cet orifice va être limité en haut par le bord antérieur ou antéro-inférieur des os nasaux. D'accord? Et latéralement, vous avez le bord antérieur du maxillaire, les deux maxillaires, les bords antérieurs des maxillaires. Et sur
sur la ligne médiane, bien sûr, vous avez des rides nasales. Voilà. Pour l'orientation, c'est comment? Imaginez ce que vous devant. C'est orienté comment? C'est comme ça. Parce que les zones nasaux viennent comme ça, en bas et en arrière. D'accord. Contrairement aux coans, aux orifices postérieurs, ils sont orientés plutôt comme ça. D'accord. En avant et en bas. Retenez ça. En avant et en bas, les autres en bas et en arrière. D'accord. Alors, pour les orifices postérieurs, leurs limites sont. Alors, en bas, c'est quoi? Bon, je vous laisse comme ça, moi je ne montre pas, je ne vous suis pas avec la flèche. En bas, c'est quoi? Ils sont limités en bas par quoi? Plus exactement. Le bord postérieur de la lame horizontale. D'accord? Alors, latéralement. Oui. Médial plutôt. Des petits rigoulis. D'accord? Vous voyez bien? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? En dedans. Quelle partie du poumon? Le bord postérieur du poumon. Et en haut, les ailes du sphénoïde, d'accord? Plus le bord supérieur du vomer. C'est la partie toute postérieure, le bord supérieur du vomer. Comme ça. Comme il est ouvert, il est assez large, donc il va participer aussi à la limite par l'ouverture, le fameux niveau ouvert. C'est clair? Les sinus paranasaux, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit et un peu plus donc, les sinus paranasaux, c'est quoi? Ce sont des sinus qui sont situés de façon parallèle de part et d'autre et qui vont donc constitués par des cavités à l'intérieur de l'os. Des cavités à l'intérieur de l'os qui vont être tapissées par un épithélium et qui vont aéré tout le temps, en continu, et c'est ça qui permet donc de changer l'air à condition. D'accord. Moi-même, j'ai fait une insomnie, j'ai conduit pour de plus qui passe. Donc, ces sinus-là, leur intérêt principal, c'est quoi? Alléger aussi les zones à gauche. Vous imaginez, si c'était trop lourd, on marcherait plutôt comme ça. Donc ça allège et ça donne aussi, ça participe à la physiologie. Comme je vous l'ai dit quand on a fait les acupunctures, le bébé quand il est, sincèrement, certains sont affreux. Même mon fils était affreux, maintenant c'est un très beau garçon. Mais sincèrement, il était moche, il n'avait presque pas de distance. Et justement, c'est après la naissance que ces sinus vont se développer, etc., qui vont conférer à la face un visage qui est plus proportionné, qui est un visage d'adulte. Ça, c'est vrai. Remarquez que certains bébés sont comme des petits vieux, comme ça, alors que d'autres, ils restent quand même un petit peu plus. Voilà. Toutes ces cavités communiquent entre elles et aboutissent à la cavité nasale. D'accord? Elles sont tapissées, on l'a dit déjà, par le muqueuse respiratoire et par ailleurs, elles peuvent être siège de pathologies infectieuses, inflammatoires et tumorales. Donc, les rapports entre ces différentes cavités sont très importants à connaître. Ceux qui font plus tard ORL, je vous souhaite au moins 203 parmi vous en ORL. Donc, c'est très important de connaître les rapports et surtout, ce qui n'est pas noté ici, les variations. Il y a beaucoup de variations. Il est toujours ici.
certaines cellules, elles s'ouvrent carrément pour le frontal, par exemple. Ça s'ouvre carrément vers et il y a des cellules supplémentaires pour certaines qui ne sont pas spécialement énumérées. Donc c'est très important de connaître l'anatomie pour connaître surtout l'extension des phénomènes. Par exemple, au niveau du méa moyen. Le méa moyen, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure qui pose plus de problèmes. Parce qu'il va y avoir les cellules les plus importantes, l'amygdale antérieure, frontale, plus maxillaire, qui vont s'ouvrir toute là-bas. Pour peu que le maxillaire pose problème, c'est l'embêtement pour tout ce qui est en donc les cellules ethmoïdales antérieures, plus les frontales. Du coup, vous allez avoir une sinus. D'accord. Voilà là une représentation des différents sinus. Bien sûr, vous avez ici le sinus, les sinus frontaux. Vous remarquez d'ores et déjà que ce sont des sinus creusés entre les deux tables de l'os frontal et qui sont donc asymétriques, séparés par une cloison. Ça, c'est très classique. Mais vous pouvez avoir des sinus très étendus avec plusieurs petites cloisons, etc. Mais l'essentiel, c'est que le tout aboutit toujours vers un canal qui va aller vers la fosse nasale. Ici, vous avez une représentation entre les deux orbites. Vous avez une projection du sinus ethmoïdal qui, lui, est formé de plusieurs cellules. Et là, bien sûr, vous avez le sinus maxillaire. Alors, pour le sinus sphénoïdal, j'ai préféré prendre un os sphénoïde. Une vue antérieure de l'os sphénoïde vous montre l'entrée, les deux orifices d'entrée des sinus sphénoïdes. Donc, je pense que j'ai déjà saisi. D'accord? Donc, on a dit tout à l'heure que pour les vous allez avoir des cellules pures, vous allez avoir des cellules qui sont agencées entre, c'est-à-dire que lui, il va ramener des demi-cellules. Ceux qui ont fait l'ostéologie connaissent déjà ça, ceux qui ont bien compris. Donc, vous allez avoir en avant, puisque lui, il est dans une situation stratégique. D'accord? Donc, en avant, vous allez avoir une connexion avec quoi? Plutôt beaucoup plus le lacrymal. Donc, vous allez avoir des cellules, un géo-ethmoïdal, comme un guise. Donc, un géo-ethmoïdal, en avant, en arrière, va se connecter avec ce que vous avez vu ici, avec les demi-cellules que vous voyez ici sur le sphénoïde, qui vont constituer avec... Tout le monde me suit. D'accord? Parce que vous avez les labyrinthes ethmoïdes qui sont trouvés de partout, en avant, en arrière, en bas et en haut. D'accord? Voilà. Donc en avant c'est le guise, en arrière c'est le sphénoïde, ça va compléter. Donc on va avoir sphéno-ethmoïdal. En bas, vous allez avoir en avant le maxillaire, en arrière le palatin, très bien. Et bien sûr, vers le haut, ça sera la cellule frontale. Donc vous voyez bien que tout cet ensemble de cellules est connecté, formé entre les autres environnants et l'ethmoïde lui-même. Le sinus maxillaire. Alors, le sinus maxillaire, c'est le plus important des sinus de la face. Il est plus grand que tous les autres. Il va être situé comme ça, morphologiquement parlant. On peut l'imaginer en dessous de l'arcade du plancher orbitaire, au-dessus de l'arcade dentaire supérieure. Il va avoir, comme il est projeté exactement au niveau du processus zygomatique du maxillaire, donc il va avoir un petit peu les mêmes parois et la même. Donc il va avoir une paroi supérieure ou une paroi antérieure jugale, d'accord, une paroi postérieure ou infratemporale. Voilà. Et il va avoir une paroi interne qu'on appelle la base qui, elle, présente le hiatus. Le hiatus maxillaire, sachez que le hiatus maxillaire est petit par rapport à ce qui se cache derrière. D'accord? C'est comme si vous rentrez dans une grotte, vous rentrez par une ouverture qui est, c'est-à-dire assez petite, et quand vous rentrez, vous trouvez une très grande grotte. D'accord? Donc, le hiatus n'est pas proportionnel à
cavité sur un terrain qui n'est pas le bien, la deuxième prémolaire et les deux molaires. Généralement, ce sont elles qui peuvent proéminer à l'intérieur du sinus. Plus rarement, ça sera de première molaire et canine. D'accord? Donc, vous pouvez avoir toute pathologie dentaire va envenimer le sinus maxillaire. D'accord? Il peut être le siège, tous les sinus d'ailleurs, pas uniquement lui, le siège de pathologie, la plus fréquente des pathologies, la sinusite, les polyposes, à savoir les polypes, ils peuvent évoluer et sortir carrément. Ce sont des tumeurs bénignes qui naissent à partir de la muqueuse, qui vont être au départ, c'est-à-dire au niveau de la muqueuse, ça dépend de leur déclinance, etc., mais elles peuvent proliférer, sortir par les hiatus et vraiment rendre la vie impossible à la personne qui a des polypes. Parce que c'est la difficulté respiratoire, c'est la fatigue tout le temps, mauvaise oxygénation, c'est plein de problèmes. Donc, on peut intervenir quand ça devient, bien sûr, d'une certaine taille, mais sinon, on peut faire aussi des traitements corticoïdes qui peuvent donner des résultats. Donc, pour le sinus maxillaire, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a un sommet qui correspond bien sûr au sommet tronqué de Alors, les sinus frontaux. Donc, les sinus frontaux, quand la personne naît, ils ne sont pas spécialement pneumatisés. C'est après, vers l'âge de 6 ans, qu'ils vont se développer. Ce sont donc deux cavités posées entre les deux tables de l'os plat, qui est la blancheur. En fait, ils sont situés à la jonction entre la partie horizontale et la partie verticale du frontal. Donc, les deux tables. Vous savez très bien que sur un os plat, on appelle table externe. Très bien, table externe, table interne, au lieu de dire l'os compact, etc. Donc, très grande variation anatomique. Hein. Ça, c'est en fonction de ce que je vois au scanner. C'est pas vrai qu'il y a un petit et un grand, c'est exceptionnel. Ils sont tous étalés d'un côté avec plusieurs cloisons, etc. Donc, vous gardez pour général que ces deux cavités asymétriques. Séparées comme une cloison. Le sinus sphénoïdal. Bien sûr, le sinus sphénoïdal, cavité aérienne comme toutes les autres, au niveau du corps du sphénoïde et qui va communiquer par un petit canal au niveau, avec les fosses nasales, à la partie supérieure et postérieure, dans un récessus qui est sphénoturbinal. Pourquoi sphénoturbinal ou sphénoethmoïdal pour certains, plutôt sphénoethmoïdal? Sphénoethmoïdal parce que c'est entre le cornet supérieur, qui lui appartient à l'ethmoïde, donc on peut se permettre de dire ethmoïdal, et le sphénoïde, le corps du sphénoïde. Donc vous avez une petite poussière à ce niveau. Dès la sortie, on est déjà dans ce récessus. Récessus, c'est une partie qui est la plus reculée. Bien sûr, il se développe vers l'âge de 4 ans. Vers l'âge de 4 ans pour le sphénoïde, prenez note. Vers l'âge de 6 ans pour les sinus d'accord. L'ethmoïde, il continue à se développer, bien qu'il soit pneumatisé dès la naissance, ça aussi c'est à garder, il continue à se développer jusqu'à l'âge de 12 ans. L'ethmoïde. D'accord. C'est bon. Là, vous avez les rapports réciproques entre, ici, le sinus maxillaire, les différentes cellules ethmoïdales, d'accord, le sinus frontal, une cellule ethmoïdo-frontale, vous voyez bien qu'elle est à la jonction. Et voilà, ça c'est le cornet supérieur, cornet nasal moyen et inférieur. Coupe frontale, bien sûr. Ça c'est juste pour, vous savez déjà, j'ai anticipé un peu par rapport à l'ouverture des différents sinus. Là c'est sur le cadavre. C'est juste pour vous montrer les cellules ethmoïdales antérieures, par exemple. Ici, vous avez une résection du cornet nasal moyen, ainsi qu'il est penché là-dessus. Et là, vous avez une vue radiologique.
la coupe qu'on vient de voir, c'est exactement la muqueuse des cavités nasales. Alors, la muqueuse des cavités nasales, elle est de type respiratoire en grande partie. C'est une muqueuse respiratoire, de type respiratoire. Ça se fait qu'à sa partie toute supérieure, elle va être olfactive. On va voir. Donc, elle est très adhérente. Elle adhère au périostome de l'os. Elle va passer en pont au-dessus des orifices vasculaires et nerveux. Elle va circonscrire en même temps tous les orifices d'évacuation des sinus. D'accord? Et ici, j'ai trouvé ce truc. Enfin, j'ai trouvé. C'est surtout l'atlas d'anatomie qui m'a permis de vous ramener les images les plus explicites. Vous avez l'atlas tous. Vous prenez l'atlas d'anatomie et travaillez dessus. Vous avez bien compris. Donc ici, vous avez la muqueuse. Donc la muqueuse, elle est, bien sûr, elle tapisse partout les cavités nasales. Et elle est divisée en deux parties. Une région supérieure qui est olfactive, là on est sur la paroi latérale, et une partie inférieure qui est respiratoire. Au niveau de cette partie supérieure, la partie olfactive, elle va occuper la courbure jusqu'au bord inférieur du méa supérieur. Elle va aller vers le toit, on regarde. Et elle va aussi se réfléchir à la partie toute supérieure du septum. D'accord? Le reste, certains divisent la cavité nasale en parties préconchales, conchale, turbinale, préturbinale, turbinale et rétroturbinale. Donc, toutes ces parties-là sont en fait après le supérieur. Ici, vous avez c'est quoi ça? C'est quoi cette image? Ça représente quoi? Voilà, c'est les narines. Alors, vous avez votre médecin ORL qui prend un spéculum, qui est un petit appareil, qui va ouvrir, c'est comme pour le spéculum qui va permettre d'ouvrir, d'accord, avec les deux valves, il va ouvrir la narine, et voilà ce qu'il voit. D'accord? Alors, c'est important quand même de retenir que ici vous avez le cornet nasal inférieur, là vous avez le cornet nasal moyen. Le cornet nasal supérieur n'est pas très accessible à la et encore moins la partie olfactive de la muqueuse. D'accord. Alors du coup, la face sagittale des cornets, c'est-à-dire là où il y a la courbure, d'accord, elle va vous diviser, je parle de cette face-là, d'accord, elle va vous diviser cet espace en deux parties. Une partie qui est le couloir aérien, qui est très réduit par la présence de la muqueuse et des cornets, etc. Ce couloir aérien n'est pas pour rien, il n'est pas réduit pour rien. Ça inclut aussi le passage des allergènes, le passage de beaucoup de choses. Il y a aussi des poils, il y a des glandes, etc. Donc vous avez ici cette partie sagittale des cornets, notez bien, elle va diviser cet espace nasal en deux parties. Je vous ai dit, ça c'est le couloir aérien qui va correspondre à la partie septo, comme septum, turbinal, comme cornée. D'accord? Turbinal, c'est par rapport à cornée, d'accord, au conjoint. Donc, vous avez une partie médiane qui est septo-turbinale et une partie qui est latérale, je dirais, par rapport au cornée, qui est en dehors de la courbure, d'accord, qu'on appellera sino-turbinal. Pourquoi sino-turbinal? Là où il y a l'ouverture des sinus, etc. Et turbinal, c'est par rapport à donc, ça c'est important parce que vous allez pouvoir situer votre lésion
l'espace n'est pas très élargi. Il est vraiment étroit. On laisse juste passer là. Est-ce que puisque vous avez fait la physiologie de la respiration, on a dû vous dire aussi qu'il y a un cycle au niveau de la narine. Vous n'avez pas remarqué, parfois vous avez une narine qui respire très bien, l'autre elle se bouche entre temps, et vice-versa. Ça, vous n'avez qu'à lire dessus. Hein. Je n'ai pas voulu plonger. D'accord. Voilà. La vascularisation des cavités nasales, ce qu'elle a de particulier. La vascularisation des cavités nasales, retenez bien ce qui est affiché en vert. Alors, la vascularisation des cavités nasales, elle est à la fois tributaire, puisque les cavités nasales sont situées en profondeur. Donc, du coup, aussi bien le système carotidien externe que le système carotidien interne s'en charge. D'accord? Donc, elle a une double vascularisation qui est à la fois intra et extra. Tributaire des deux systèmes, intracrânien et extracrânien. J'entends par extracrânien le système carotide externe et intracrânien carotide interne. Alors, du point de vue artériel, vous avez l'artère essentielle des fosses nasales. En fait, il y en a beaucoup, d'accord? Mais la principale artère des fosses nasales, c'est l'artère sphénopalatine. Alors, cette artère sphénopalatine, c'est une branche terminale de l'artère maxillaire, appelée anciennement maxillaire interne. Voilà. Donc, cette artère maxillaire qui elle-même est une branche terminale de la carotide externe. Elle va nous donner la temporale superficielle et la maxillaire interne. Donc, retenez simplement que la sphénopalatine est une branche de la maxillaire interne, elle-même branche de la carotide, branche terminale de la carotide externe. Voilà, déjà on a un système carotide externe qui se manifeste par la sphénopalatine. Cette sphénopalatine, dès qu'elle rentre, regardez ce schéma, vous l'avez compris, il est bizarre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement coupé et ils ont ouvert la partie septale, c'est comme s'ils avaient pris le nez, voilà, la cavité toute seule, comme ça, la cavité nasale, comme septum et parois latérales, ils ont fait ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les deux parties qui sont comme ça. Au lieu que ça soit comme ça, ils ont ouvert. Ouais. Voilà, il faut que vous compreniez le schéma, sinon il n'a pas de sens. D'accord. Et ça, c'est une ligne fictive. On dit c'est une ligne imaginative, c'est-à-dire c'est celle-là. C'est comme si on allait depuis la crête nasale, d'accord? On allait rabattre le côté. Elle d'un côté et le septum de l'autre. Est-ce que tout le monde a compris le schéma? Oui. Rien de spécial quand on vous explique, c'est clair. Voilà. Donc la sphénopalatine, elle va donner une branche centrale et une branche pour la paroi latérale. Celle de la paroi latérale, elle va bien se distribuer, mais elle va surtout se distribuer au cornet moyen et cornet inférieur. D'accord? Cornet moyen et cornet inférieur. Tandis que celle du septum, elle va s'occuper du septum, donner des artères septales, etc. Et en même temps, elle va s'occuper du cornet supérieur, qui n'a pas été desservi par la branche latérale. Voilà. Ensuite, on a un système qui vient aussi de... en fait, on a trois réseaux. Hein. On a deux réseaux qui viennent de la carotide externe et un carotide interne. Carotide externe, on a vu déjà ces externes-là. Okay. Et ensuite, on a la carotide externe toujours qui va donner, parmi les différentes branches de la carotide externe, vous les connaissez. Vous vous rappelez qu'on les a énumérées un peu par cœur la dernière fois pour ceux qui ont assisté au Très facile à retenir, hein, si vous voulez qu'on les reprenne, c'est très très facile. Vous avez la thyroïdienne supérieure, ensuite la pharyngienne ascendante, allez par étapes, par endroit. La pharyngienne ascendante, la linguale, d'accord? Vous avez ensuite la faciale. Rappelez-vous sur la mandibule, la petite échancrure de la faciale qui va passer dans le sillon nasogénien pour aller rejoindre à ce niveau, au coin de l'œil, elle va rejoindre l'ophtalmique pour constituer l'artère angulaire. Et c'est justement dans la faciale, plus on les continue quand même, l'auriculaire postérieur et l'occipital.
plus les rameaux carotidiens. Les rameaux carotidiens. Il y en a 6 plus les rameaux, donc ça fait 7. D'accord? Donc, si vous allez dans l'ordre des organes, vous allez les retrouver facilement. Personne ne peut vous. Voilà. Et pour revenir à notre vascularisation, vous allez avoir la région sous-septale qui va être prise en charge par cette artère faciale qui, elle, est une des branches collatérales de la carotide externe, toujours. Donc, par rapport au système carotide externe, ça va être aussi ça va être la faciale. C'est clair? Ensuite, on va avoir les artères ethmoïdales. Les artères ethmoïdales antérieures et artères ethmoïdales postérieures, hein, qui vont aller desservir la partie, surtout la postérieure, elle va s'occuper de la muqueuse olfactive, d'accord, et se distribuer au niveau de la cloison, comme au niveau de la paroi latérale. Et ces ethmoïdales antérieures et postérieures, qu'est-ce qu'elles vont? Elles viennent d'où? Elles viennent de l'artère carotide interne par le biais de l'ophtalmique, qui appartient à la carotide interne. Donc, le système carotide interne va nous donner l'ophtalmique, et cette ophtalmique, je vous ai dit, avant sa sortie, elle va donner les artères antérieure et postérieure. Postérieure beaucoup plus pour la muqueuse olfactive. C'est clair? Oui. Vascularisation veineuse. Pour les veines, je n'ai rien trouvé comme schéma, même pas sur la place. Donc, retenez simplement qu'elles sont satellites des artères. Elles sont satellites des artères. Elles ont quelque chose de très particulier, c'est qu'elles sont caverneuses. Un rôle important dans le cycle urinaire. C'est elles qui vont beaucoup plus jouer sur l'humidification, le réchauffement, etc., le refroidissement, etc., etc. Donc ça, vous verrez avec la physiologie. Ce qu'il faut savoir, qu'elles sont satellites des artères. Du coup, vous allez avoir donc une sphénopalatine, vous allez avoir une faciale, et vous allez avoir la même chose, vous allez avoir les ethmoïdales. D'accord? Donc, les sphénopalatines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller vers les plexus veineux ptérygoïdiens. Plexus veineux ptérygoïdiens, c'est des plexus, c'est des enchevêtrements qui sont d'ailleurs à proximité de l'artère maxillaire interne. C'est pour les ptérygoïdes. Donc, les plexus ptérygoïdiens, pour finir au niveau du sinus caverneux. Vous savez ce que c'est que le sinus caverneux? Vous avez fait les veines de la tête. Oui. De tout. Avec qui? Très bien. Donc, sinus caverneux, paroi latérale de quoi? Du sphénoïde, du corps du sphénoïde. Latéralement, vous avez les sinus caverneux dont la pathologie est immense et qui sont très, très, très importants. D'accord? Les sinus caverneux, parce qu'ils sont traversés par une multitude de nerfs, par la carotide interne, etc. D'accord? Les veines ethmoïdales vont vers les veines ophtalmiques pour aboutir toujours au niveau du sinus caverneux. Et les veines laminaires vont vers les veines faciales. Les faciales, par contre, elles ne vont pas vers le sinus caverneux. Les faciales vont, rappelez-vous, vers le tronc thyrolingo-facial, au niveau de la jugulaire. D'accord? L'innervation. Vous devinez bien sûr qu'il y a une innervation sensitive et une innervation sensorielle. L'innervation sensitive, elle est assurée par particulièrement le nerf sphénopalatin, nasopalatin, nasal interne, etc. Tous ces nerfs qui viennent du trijume, du 5 dessous. D'accord? Ensuite, vous avez le nerf olfactif, qui est écrit en haut, qui est à retenir. Seule une faible partie de la muqueuse pituitaire est destinée au sens de l'odorat. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a vu que c'était la partie supérieure, sur le cornet supérieur, un petit peu au niveau du doigt, et sur la partie en regard du cornet, sur le septum. D'accord? Et cette partie de la muqueuse, elle va être, on va l'appeler pigmentaire,
elle est réellement jaunâtre parce qu'elle est pigmentée. Et c'est au niveau de cette zone pigmentaire que vous allez avoir, regardez, la zone sensorielle. La zone sensorielle qui n'excède pas 1,5 cm². Elle est toute petite. D'accord? Bon. La muqueuse pigmentaire, dont on parle depuis tout à l'heure. Au sein de cette muqueuse pigmentaire, on va avoir notre tache olfactive qui est la zone sensorielle du corps. Là, c'est des nerfs, les différents nerfs, moïdaux, nasaux, etc. C'est pas important. Et ici, vous avez donc, vous savez très bien qu'à partir de cette zone, vous avez les filets sensoriels. En fait, c'est le nerf olfactif. Qui correspond au nerf olfactif. Vous avez les neurones primaires, les premiers neurones, qui vont être par milliers. C'est des cellules bipolaires. Ensuite, vous avez la cellule et vous avez les axones. Les axones, ensuite, vous avez la synapse. J'ai trouvé ce schéma. Donc, il y a le schéma. Pour vous situer. Il est parasagittal par rapport à l'apophyse ou au processus cristallin. Pour vous situer. On est à la partie antérieure du crâne. On est en parasagittal. On est juste à côté du processus cristallique pour passer justement dans les gouttières olfactives de la lame criblée d'ethmoïde, de la lame horizontale de l'ethmoïde. Donc, vous allez avoir, on est ici au niveau de notre cavité nasale, en bas, les vaisseaux, donc, les nerfs vont traverser par milliers les trous de la lame criblée d'ethmoïde. Ils vont venir faire synapse au niveau de ce qu'on appelle, une petite formation qu'on appelle la glomérule, au niveau de la synapse. Alors, c'est des milliers qui vont faire synapse avec ce qu'on appelle la cellule mitrale, le deuxième neurone. Et tout ça va se passer au niveau du bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est ça, c'est cette partie ronflée, d'accord? Et ça, c'est le pédoncule olfactif ou tractus olfactif, d'accord? Donc, au niveau du bulbe olfactif, ils vont faire synapse et ce sont les axones de ces cellules mitrales qui vont se rassembler pour former le tractus olfactif. Et après, ils vont se diviser en deux branches qui sont là, qui sont dans la continuité du tractus olfactif. Et toutes ces branches vont se connecter au niveau cortical, au niveau de l'incus, c'est-à-dire au niveau de l'hippocampe, en avant de la cinquième temporale, etc. Ça, c'est la systématisation. Et en plus, il va y avoir des connexions au niveau de plusieurs aires associatives. C'est-à-dire qu'il va y avoir pour l'intégration de l'odeur, la situer, pour, par exemple, pour l'hippocampe, vous avez des odeurs qui vous ramènent très loin dans votre enfance. Par exemple, d'accord. C'est vrai que le cerveau, il travaille d'une façon extraordinaire. Et c'est comme ça que vous allez intégrer, interpréter, pour rappeler un souvenir, une odeur. C'est très compliqué, c'est très complexe. Je ne saurais vous expliquer plus que ça en banalise. D'accord. Voilà. Donc, pour le nerf olfactif, il va être formé à partir de toutes ces petites parties. Ensuite, on a le bulbe olfactif. Du coup, vous avez le tractus. Et après, distribution vers l'incus de l'hippocampe et vers les zones associatives. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Oui. Ok, merci. المهم مليحه بصح نكون